Hannibal Barca, première émission, Traverser les Alpes. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Hannibal s'empresse de consolider l'influence carthaginoise en Espagne et il conquiert de nouveaux territoires jusqu'au sud de l'Èbre. Il soumet les peuples les uns après les autres. Il combat les uns tandis que les autres, effrayés par sa victoire, du coup se rendent sans coup férir. Sur le terrain, sa ruse et son génie militaire font merveille. Avant chaque combat, il étudie chaque détail des reliefs du terrain, assimile l'entièreté de la topographie du lieu, se renseigne sur les us et coutumes des peuples qu'il s'apprête à combattre. Rien, absolument rien, ne doit être laissé au hasard. Après chaque victoire, il distribue le butin à ses soldats, donnant sans compter, donne à chacun son dû exact et leur promet toujours de nouveaux versements. En 219 avant notre ère, il a conquis tout le territoire espagnol au sud de l'Èbre. Mais une seule ville lui résiste. Une seule ville résiste encore et toujours à l'envahisseur, j'oserais dire. C'est Sagonte, alliée indéfectible des Romains. Elle refuse de se soumettre. Un ancien traité interdit à Carthage de s'attaquer à une ville alliée de Rome. Mais Hannibal, lui, évoque un autre traité qui précise que l'Èbre représente une frontière naturelle entre Carthage et Rome. Sagonte, qui se trouve donc dans le territoire carthaginois, doit donc se soumettre. Une guerre entre les deux puissances est en train de se préparer. À Carthage, le parti d'Hannon fustige l'attitude d'Hannibal et l'accuse du coup de vouloir entraîner sa patrie qui se remet à peine de la première guerre punique dans un second conflit avec Rome. Hannibal sait bien que de toute façon, les deux camps cherchent la guerre. En gros, c'est comme ça va arriver, on le sait, on le voit, ça arrive. Alors, il agit, il installe ses machines de guerre devant Sagonte et il attaque. La ville se défend vaillamment. Hannibal même est blessé à la cuisse par une flèche tirée par les assiégés. Il conservera toute sa vie d'ailleurs une légère claudication. Le siège dure 8 mois et il est du début à la fin d'une grande férocité. À Rome, c'est la consternation. Jamais la ville n'avait eu à combattre un ennemi aussi actif et si belliqueux. Honteuse de son impuissance et de son inertie, elle lève alors une puissante armée prête à aller combattre les hommes d'Hannibal. Des ambassadeurs sont envoyés à Carthage pour demander des comptes après cette attaque qui viole tous les anciens traités de paix. Le Sénat carthaginois se dédouane de toute responsabilité et accepte la déclaration de guerre ratifiée par les Romains. C'est comme ça que débute la deuxième guerre punique. Après le partage du butin de Sagonte, Hannibal accorde une permission à ses soldats pour qu'ils puissent passer l'hiver avec leur famille. Il leur donne rendez-vous au printemps pour une campagne qu'il espère glorieuse. Et quelle campagne, imaginez, marcher sur l'Italie en franchissant les Alpes. Rome étant maîtresse des mers, c'est donc forcément par la voie terrestre qu'il faut l'attaquer. Et il prévient ses hommes, le chemin sera long et semé d'embûches, il faudra surmonter d'innombrables épreuves et subir 1000 périls. Mais quand même, il leur promet la richesse, la gloire, ainsi que la nationalité carthaginoise, c'est important, et ses soldats sont prévenus. Et personne n'a peur, tout le monde promet d'être présent au printemps. Durant les mois d'hiver, Hannibal prépare soigneusement son extraordinaire entreprise. Son objectif est clair. Prendre sa revanche sur Rome, en allant porter la guerre en Italie comme le souhaitait son père. Alors il envoie partout des espions, il collecte tous les renseignements nécessaires à cette expédition. Quel peuple il va rencontrer, lesquels sont favorables aux Carthaginois, lesquels leur seront hostiles, quelles difficultés lui et ses hommes devront affronter, le climat, le terrain, etc. Il négocie avec certaines tribus celtes pour qu'elles le laissent traverser leur territoire. Il distribue or et argent sans compter, on sait qu'il en a, pour gagner l'appui des Gaulois qui ont déjà occupé Rome d'ailleurs pendant près de 7 mois en 390 et en 386 avant notre ère, faisant à l'époque régner la terreur dans tout le territoire romain. Il s'efforce du coup de les convaincre de le rejoindre. En gros, revenez avec moi, on va s'amuser. C'est l'un des buts qu'il se fixe, qu'un maximum de tribus celtes se joignent à son armée pour attaquer Rome et bénéficier des points forts et de l'expérience du terrain de chacune d'elles. Il souhaite comme ça baliser son itinéraire pour éviter les combats inutiles. Et donc il se compose un chemin précis, traverser l'Èbre,
passer par la Catalogne, terrain pourtant hostile, franchir les Pyrénées, traverser le sud de la Gaule, passer par le Roussillon, avant d'arriver au pied des Alpes. Il prévoit ensuite de dévaler la pente jusque dans la Gaule cisalpine, où des tribus gauloises doivent l'attendre pour assurer sa marche en Italie. Ensuite, il prépare les combats à venir. Il planifie tout dans le moindre détail. L'entraînement de son armée, les problèmes de ravitaillement des hommes et des animaux, les politiques des peuples autochtones, leurs coutumes, leurs dissensions, etc. Il calcule tout, y compris la ration de nourriture quotidienne par soldat, à savoir 1 kilo de céréales. Et en plus, nous, on sait tout. L'entreprise est d'une ampleur, vous l'avez compris, considérable. Parcourir 2500 km à pied avant l'hiver, en faisant confiance à des guides gaulois, on va dire plus ou moins fiables. Ses frères, d'ailleurs, sont sceptiques. Hannibal leur confie le commandement de l'infanterie et de la cavalerie en leur donnant la mission de protéger les territoires carthaginois en Espagne. Et le jour J, il organise son armée. C'est une armée légère, mais décidée et aguerrie, qui est toujours tenue au courant des plans de leur chef et est constamment associée à ses décisions. Elle est réduite, c'est vrai, mais cette petite taille favorise en fait le déplacement et le ravitaillement en territoire ennemi. Elle est constituée de contingents carthaginois, ibères, numides, libyo-puniques et baléares. Elle intègre aussi des mercenaires. Tous les historiens, à commencer par Polybe, qui raconte en détail l'histoire des guerres puniques, s'émerveillent devant l'incroyable cohésion existant dans une armée quand même composée de tant de nations différentes avec ses lois, ses coutumes, ses dieux et ses langues, mais qui obéissent à un chef unique. Et chacun note un fait remarquable, Hannibal, durant toute la durée de son expédition et jusqu'à la fin de sa vie, ne connaîtra aucune défection, aucune rébellion, aucune crise interne. Tous ses soldats lui seront toujours entièrement dévoués, malgré les périls et les difficultés qu'il pourra rencontrer.